Bonjour, nous nous retrouvons pour un petit cours de vaccinologie à destination des étudiants de formation INERGIE, formation en médecine traditionnelle chinoise. Alors pourquoi faisons-nous ici un petit cours de vaccinologie? Bien, c'est tout à fait ponctuel et lié aux circonstances extraordinaires dans lesquelles nous sommes, situation épidémique, dans laquelle on entend évidemment beaucoup parler de vaccination. Donc, même si ce n'est pas un procédé typiquement chinois, loin de là, eh bien, c'est quand même utile de comprendre un petit peu en quoi ça consiste et quels problèmes ça pose. C'est intéressant d'avoir quelques sources ou quelques références que je vous demanderai de bien noter pour aller à temps perdu glaner quelques informations afin d'enrichir utilement votre réflexion sur le sujet. Parce qu'il ne s'agit pas de réfléchir sur un sujet comme celui-là avec des arguments de comptoir. Alors, quelques références sérieuses, scientifiques, sur la question. Les portails NBCI, PortMed. Vous allez aussi sur le site de l'OMS, vous pourrez lire les rapports sur les différentes campagnes de vaccination. La question de la vaccination a beaucoup intéressé l'OMS, évidemment. Vous pouvez aller sur le site de l'AFSAPS, l'agence française, A2F, SAPS, et puis aussi sur le site de l'INSERM. Voilà pour quelques références sérieuses, mettant de côté, si vous voulez, des références scientifiques, donc mettant de côté toute source, je dirais, douteuse, polémique, complotiste, voire conspirationniste. N'entrons pas dans ce sujet et vous verrez qu'on n'a pas besoin d'entrer dans ce terrain marécageux du complotisme pour poser des questions qui sont quand même relativement dérangeantes. Mais on va le faire de manière rationnelle et scientifique. Enfin, c'est mon objectif. À partir de quelques définitions, d'abord à commencer par la définition de la vaccination. Si vous voulez, en quoi est-ce que ça consiste? Eh bien, la vaccination, ça consiste à inoculer des antigènes. Il s'agit de permettre au corps d'identifier des corps étrangers par des anticorps et les antigènes vont venir détruire ces corps étrangers qui auront été marqués par les anticorps. Voilà un petit peu le principe de la vaccination. Donc vous avez la notion, ou les notions importantes de corps étrangers, des virus par exemple, d'antigènes et d'anticorps. Avec une équation fondatrice, si vous voulez, fondamentale, qui est l'idée que l'immunité va dépendre, l'immunité que nous avons acquise grâce à la vaccination dépend du niveau d'anticorps qui nous permet donc de cibler ces corps étrangers. Voilà, alors là, il y a un premier problème, il y a un premier sujet, un premier lieu de discussion, puisque, si vous voulez, on identifie un taux d'anticorps élevé à un bon niveau d'immunité. Or, cette équation, elle est discutée par la communauté scientifique, sachez-le, pas besoin d'aller chercher pas besoin de polémiquer, d'aller chercher du côté des complotistes ou des conspirationnistes. Il y a discussion, vous allez en trouver trace sur les sites que je vous ai évoqués. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas nécessairement causalité entre un haut niveau d'anticorps et une bonne immunité. On peut avoir beaucoup d'anticorps et malgré tout tomber malade. Inversement,
selon ce que montrent des rapports que vous allez trouver sur les sites que je vous ai indiqués. Inversement, on peut aussi n'avoir aucun anticorps et pourtant avoir une bonne réaction immunitaire contre un virus qui a été artificiellement injecté, inoculé. Donc il n'y a pas d'adéquation ou d'adéquation simple entre le haut niveau d'anticorps et le bon niveau d'immunité. Alors, quelques expériences historiques, d'ailleurs, nous le rappellent dans la littérature médicale. Vous trouverez peut-être référence à cet épisode célèbre d'une épidémie de rougeole au Québec. Si vous tapez épidémie de rougeole Québec, vous allez trouver la description d'une situation sanitaire étonnante, puisque 90% de la population était vaccinée, donc on a ce qu'on considère scientifiquement comme une bonne couverture, une très bonne couverture vaccinale, et pourtant on a eu une épidémie de rougeole au Québec. Vous avez la même chose avec une épidémie d'oreillon en Suisse. Une très bonne couverture vaccinale, 80% d'une population vaccinée a pourtant subi, donc avec des hauts niveaux d'anticorps, et pourtant ces populations ont subi cette épidémie, pour les Suisses, une épidémie d'oreillon. Voilà, donc il y a peut-être un découplage à faire entre causalité et corrélation. C'est pas parce qu'on observe qu'en général on a une bonne immunité quand on a un taux élevé d'anticorps dans le corps que on aura nécessairement une bonne immunité parce qu'on a un haut niveau d'anticorps dans le corps. Corrélation n'est pas causalité. Voilà. Une distinction scientifique, une distinction d'épistémologiste, une distinction de philosophe si vous voulez, mais qui est très utile pour approfondir cette question scientifique. Une distinction importante à faire sera, dans tous ces débats sur la vaccination, la distinction entre l'immunité naturelle et l'immunité vaccinale. L'immunité naturelle, c'est celle que vous développez après avoir rencontré spontanément un virus. Vous développez des anticorps, effectivement, et une immunité, mais cette immunité est 3 fois plus élevée, d'après des tests, des expériences qui ont été faites et des mesures qui ont été consignées. Cette immunité naturelle est 3 fois plus élevée que si vous avez été vacciné. Donc là, il y a aussi un lieu de questions intéressant. Cette immunité naturelle, c'est aussi ce qu'on appelle l'immunité hétérosubtypique. Et elle s'oppose à l'immunité spécifique, l'immunité vaccinale, qui est une immunité spécifique. C'est-à-dire que quand vous êtes vacciné, votre corps a la possibilité de se défendre contre une souche virale extrêmement précise, celle pour laquelle vous avez été vacciné. Mais si par exemple, entre le moment où vous avez été vacciné et le moment où vous êtes atteint d'un virus, ce virus a muté, eh bien vous n'êtes plus couvert par le vaccin qu'on vous a inoculé il y a 2 mois ou 3 mois. Voilà, donc ça c'est un point intéressant, la différence à faire, et je trouve que c'est vraiment un angle mort du débat sur la vaccinologie, un angle mort regrettable, parce que c'est vraiment, je crois que c'est peut-être dans la vidéo que je vous propose aujourd'hui le concept le plus important. Donc faites bien au moins une petite recherche après la vidéo, ne serait-ce que sur Wikipédia, pour aller voir ce que signifie immunité naturelle ou hétérosubtypique par opposition à l'immunité vaccinale, qui est une immunité, encore une fois, spécifique.
Ce que je peux dire encore en guise de généralité pour entrer dans ce débat sur la vaccinologie, c'est que les vaccins s'adressent à notre système immunitaire humoral. Or, il est dommage de ne s'intéresser qu'à cette partie de notre système immunitaire qui est beaucoup plus complexe que ça, selon la science elle-même. Attention, je n'invente rien, je ne pompe pas une nouvelle théorie, mais si vous étudiez un petit peu la question du système immunitaire, du point de vue scientifique, vous allez découvrir qu'à côté du système immunitaire humoral, c'est-à-dire ce qui se passe dans le sang, vous avez aussi un système mucosal, un système immunitaire mucosal et un système immunitaire cellulaire. Donc vous avez au moins 3 systèmes différents qui ont leur fonctionnement propre, mais qui interagissent aussi, évidemment. Et des études montrent que la stimulation des études scientifiques montrent que la stimulation du système immunitaire humoral se fait au détriment des 2 autres systèmes immunitaires. Donc là, il y a peut-être des questions à se poser. Alors, des questions, des problèmes, est-ce que c'est séditieux est-ce que c'est une attitude séditieuse, polémique et anti-scientifique que de se poser des questions? Je ne crois pas, justement. Et c'est ce que la science fait elle-même tous les jours, malgré les polémiques et les contestations dont les vaccinateurs sont victimes. Sachez que les institutions scientifiques se posent des questions et mettent en place des systèmes de surveillance et de contrôle. Alors, il ne tient qu'à nous d'aller consulter leurs rapports. C'est ce qu'on peut faire, surtout si on parle un petit peu anglais, parce qu'aux États-Unis, vous avez un système, une institution exclusivement consacrée au recensement des problèmes liés à la vaccination. C'est le VAERS, V-A-E-R-S, qui signifie Vaccine Adverse Events Reporting System. Donc un système de report des événements adverses, c'est-à-dire des problèmes provoqués par les vaccins. Il n'y a pas l'équivalent en France. Bon, en France, on a l'AFSAPS, mais ce n'est pas une institution dédiée à la consignation des problèmes vaccinaux. Les Américains ont cette institution, et c'est une institution manifestement assez honnête, puisqu'elle conclut que les problèmes de vaccination sont courants, ce qui d'ailleurs justifie son existence, mais très peu signalés. Et selon des mesures dont j'ignore comment elles ont été faites, mais enfin, il y a cette mention d'1%, moins d'1% très exactement, des effets indésirables liés à la vaccination ont été signalés. Voilà, donc il n'y a rien de, si vous voulez, il n'y a rien de complotiste, on ne révèle pas un secret absolument caché en disant qu'il y a des problèmes avec la vaccination. Faisons remarquer que en France, ces questions mériteraient d'être posées, puisque vous savez qu'en 2018, le 1er janvier 2018, 11 vaccins ont été rendus obligatoires, contre 3 auparavant pour les enfants. Et ça nous renvoie à une petite émission, si vous voulez, d'Arte, que je vous invite à aller regarder, qui s'intitulait « Le vaccin, un geste anodin », paru une émission Arte publiée en 2007, et qui faisait intervenir un médecin, Randolph Penning, au sujet de morts subites chez des enfants suite à l'injection
d'un vaccin hexavalent qui s'appelait l'Hexavac. Enfant qui mourait par asphyxie cérébrale, alors qu'il était manifestement évident que ces enfants n'avaient pas pu être assassinés. Ce vaccin a été retiré depuis. Voilà, alors certains considèrent que le mauvais procès qui a été fait au vaccin contre l'hépatite B au milieu des années 90 n'est pas justifié. Peut-être, hein, discutons-en, mais vous voyez que la discussion mérite d'être creusée parce que pour ce qui concerne l'Hexavac, par exemple, eh bien sa nocivité a été reconnue et il a été retiré depuis. Hein, voilà. Donc, pas de propos complotistes, si vous voulez, dans ma bouche, mais des faits objectifs qui sont reconnus par les autorités scientifiques et l'administration. Je voudrais aussi vous citer, puisqu'on parle de vaccins hexavalents, une source que vous pourriez aller consulter qui s'appelle le National Academy of Medicine en 2013, qui remarque qu'il n'y a pas d'études, alors je ne sais pas s'il y en a eu depuis, mais il n'y a pas d'études probantes sur les effets cumulatifs des vaccins tétra, quinca, hexavalents, etc. Hein. C'est-à-dire que un vaccin, c'est une chose, mais il n'est pas sûr que vous ne fabriez pas des cocktails explosifs aux effets indésirables démultipliés quand vous injectez ces vaccins en même temps. Voilà, là il y a une vraie question et il est dommage qu'on n'ait pas de réponse à cette question alors qu'on produit des vaccins plus qu'hexavalents, puisque dans le cas du vaccin qui est imposé en France depuis 2018, c'est 11 vaccins en même temps. Bon, je voudrais terminer cette petite vidéo sur les rapports entre épidémie et vaccination. Ces rapports sont complexes aussi et méritent qu'on s'y intéresse. Il n'est pas évident, et il est reconnu par les institutions sanitaires, et même par l'OMS, que je cite pour l'occasion, il n'est pas reconnu que le vaccin contre la variole, par exemple, ait guéri la variole. C'est même exactement le contraire, selon les conclusions de l'Organisation mondiale de la santé, selon les conclusions de la Commission mondiale pour la certification de l'éradication de la variole, commission qui s'est tenue en 1979, donc 3 ans après le diagnostic du dernier cas de variole, hein, qui a été trouvé en Éthiopie. Bon, je vous rappelle pour information que le premier vaccin contre la variole est apparu au milieu du 19e siècle, en 1853, en Angleterre, qu'il a nourri des espoirs, hein, des espoirs si vifs que on a menacé d'emprisonnement tous ceux qui se refusaient à ce vaccin, tous ceux qui voulaient s'y soustraire, à partir de 1857 en Angleterre. Et pourtant, les campagnes de vaccination n'ont pas été concluantes et parfois elles ont même été contre-efficaces, si bien qu'on a dû revenir au vieux procédé de la mise en quarantaine pour arrêter les épidémies. Donc l'Organisation mondiale de la santé, à travers la commission mondiale que je vous citais, la commission mondiale pour la certification de l'éradication de la variole, pose une conclusion qui n'est pas favorable à la vaccination, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui conclut que la variole n'a pas été éradiquée
par la vaccination. Voilà, ce sont des éléments factuels, sans polémique, sans esprit de sédition, de complot, des informations factuelles de nature scientifique. J'espère que ces quelques définitions, arguments et références historiques que vous pouvez vérifier sur les sites qui sont exclusivement consacrés à l'étude scientifique des vaccins pourront vous aider à vous former votre propre jugement. Et c'est bien mon objectif. Je vous souhaite une bonne journée et de belles lectures, de belles découvertes, un bon apprentissage de la médecine et de la médecine chinoise en particulier. À très bientôt.